Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie parce que je suis avec Antoine d'AXA Climate qui va nous parler du Planet Care. Antoine, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques phrases? Bonjour, enchanté d'être là. Moi, c'est Antoine. Je viens passer plutôt d'entrepreneur et là, actuellement, je travaille sur un projet qui s'appelle la Climate School, qui est un projet d'éducation sur les sujets de transition environnementale et à destination notamment du secteur privé, mais pas que. Ça, c'est génial parce qu'en fait, on a tous entendu parler et on a fait d'ailleurs la vidéo du responsable de la fresque du climat. Mais là, dans la Climate Scoop, j'ai l'impression qu'on va un peu plus loin et que c'est vraiment un programme pour agir. Est-ce que tu peux nous le décrire aussi? Ouais, alors en fait, c'est un projet qui a commencé en 2021. L'idée, c'était de se dire, il y a beaucoup de gens qui essaient d'agir dans les boîtes, mais il manque globalement une petite couche qui est cette espèce de couche sensibilisation qui fait que tout le monde va parler de la même chose, avec le même langage, avoir la même volonté d'agir, et on partirait de cette base-là ensuite pour décliner un certain nombre d'actions en fonction de là où on en est, de la stratégie de la boîte et de là où on est dans l'organisation. Et donc cette espèce de couche, on va dire, pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que moi je peux faire, c'est ce qu'on a créé dans la Climate School. Et donc concrètement de quoi on parle, c'est un programme de e-learning, donc avec un certain nombre de modules pour comprendre à la fois le changement climatique, l'effondrement du vivant, un certain nombre de fondamentaux scientifiques. Et puis la partie passage à l'action. Alors passage à l'action, c'est moi à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire si je travaille en RH, si je travaille en marketing, si je travaille en communication, et aussi à l'échelle de ma boîte, qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire quoi pour une boîte avoir une stratégie bas carbone? Ça veut dire quoi une stratégie d'adaptation? Ça veut dire quoi intégrer la biodiversité à l'action d'une entreprise? Et donc c'est ces modules-là ensemble qui forment la Climate School et on le déploie aujourd'hui. Il y a 4 millions de personnes dans le monde qui sont exposées à nos contenus, 150 boîtes. Voilà. Donc c'est un projet Mais assez sympa. énorme, énorme. Mais pourquoi AXA s'engage là-dessus? En fait, parce que c'est quand même pas sa mission. AXA, dans notre inconscient, c'est de l'assurance, c'est quelque part, voilà, de l'accompagnement individuel ou organisationnel, mais c'est pas une école. Oui, alors effectivement, AXA, c'est un des premiers assureurs mondiaux. Donc moi, je suis dans une petite filiale qui s'appelle AXA Climate, qui est en fait un espèce de petit ovni qui est effectivement totalement possédé par AXA et qui est un laboratoire pour accélérer la transition environnementale. Donc à la base, c'est un petit laboratoire qui fait de la transition, de l'assurance climatique, donc qui aide notamment les agriculteurs, qui aide les gouvernements, qui aide à faire face au changement climatique. Et assez rapidement, en fait, ils se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas juste si on se contentait de faire de l'assurance derrière, ça suffisait pas. Donc, puisqu'on avait toute la donnée, etc., on s'est mis à faire du conseil en adaptation, conseiller aux gens quoi planter, comment s'adapter, comment gérer les inondations. Et la suite logique du conseil, c'était aussi de passer sur deux volets, la transition, le financement de la transition, parce qu'il y avait un problème un peu pour passer à l'échelle, et puis surtout la formation, parce que pour pouvoir s'adapter correctement et pour pouvoir passer à l'action, il y a un besoin de formation. Et donc, en fait, AXA Climate, une sorte de start-up studio qui lance un certain nombre de projets, et parmi les différents projets, le projet Climate School qu'on vient de lancer. D'accord. Alors concrètement, sans rien dévoiler de peut-être de la formation, parce que je crois que c'est une formation qui est très, très complète, hein. C'est quoi les recommandations quand on est, en RH, quand on est, avec des DRH pour, peut-être les aider à promouvoir, eh bien la transition écologique et puis peut-être, essayer de montrer des perspectives RH? Quel est l'impact en fait pour les RH dans ce projet? Donc c'est une très bonne question. Les RH ont une place spécifique. Nous, la façon dont on traite ce sujet-là dans nos cours, on fait un espèce de presque double matérialité, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on examine comment les gens sont touchés par cette transition, d'un côté, comment les RH sont touchés par cette transition, et de l'autre, comment eux peuvent agir sur la transition. Donc c'est un peu ce double modèle. Et donc on va pour ça envisager un certain nombre de grandes fonctions RH et de grandes activités, le recrutement, la gestion des talents, etc., etc., et voir à chaque fois comment est-ce qu'on a impacté et comment est-ce qu'on peut agir. Donc, en fait, à chaque fois, on va donner un certain nombre de conseils pratiques, de généralités, mais on a aussi, en fait, l'avantage d'avoir 150 boîtes avec lesquelles on travaille, c'est qu'on a des remontées terrain, donc on a des cas très précis. Typiquement, j'ai en tête un des exemples qui est ces ingénieurs. Donc, c'est une boîte
une très grosse multinationale qui recrute énormément d'ingénieurs. Et donc là, il y avait un recrutement un peu stratégique. Donc, c'est des compétences d'ingénieurs assez pointues. Et donc, on est en plein entretien de recrutement de ces talents en fait qu'on veut sécuriser en sortie d'école. Et là, en live, le candidat dit, bon, bah, moi, par contre, je veux que dans mon contrat de travail, il soit marqué que je ne prendrai pas l'avion pour mon travail. Ah, Et là, le RH ne sait pas comment réagir. Et ah, donc là, si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire, hein, mais ce qui va se passer généralement, c'est que le RH va dire, bah écoutez, ok, il faut que j'en parle moi en interne, machin, tout ça. Mais en fait, ce qui va se passer généralement, c'est que si personne n'y a pensé avant, ça va partir par un circuit de validation qui va être énorme, qui va convoquer toute la DRH, les juristes, on va devoir refondre le contrat de travail, etc. Vous allez prendre 4 semaines dans la vue. En 4 semaines, ce candidat-là, il est déjà recruté par 3 autres boîtes, en fait. Et donc, ça, c'est tout simple, mais voilà comment je suis impacté dans mon métier immédiatement. Autre chose, il y a de plus en plus de candidats qui posent des questions sur la politique environnementale, etc., de la boîte dans laquelle ils vont être recrutés. Là, on peut pas ça ne suffira pas de réciter une petite fiche écrite par le département RSE. Ça peut pas marcher en fait. Ça ne fonctionne pas. C'est pas juste des éléments de langage qui vont suffire. Donc de ce point de vue-là, il y a une montée en compétences nécessaire des équipes RH et ça va aussi du coup dans quels sont les leviers d'action. C'est pareil en fait dans la gestion des talents, comment je détecte les gens qui sont moteurs sur ces sujets-là, comment je leur donne les moyens d'agir, comment je les équipe, comment je gère les collectifs, comment je gère les salariés activistes, comment je gère un salarié qui insulte le ministre de l'écologie sur LinkedIn parce qu'il a pris une mauvaise décision sur une mine d'or en Guyane, par exemple. Bon, bah ça, c'est un cas concret, hein, c'est déjà arrivé. Bon, bah d'un côté, on n'a pas trop envie qu'il fasse ça. De l'autre, on a quand même envie de se dire, s'il fait ça, c'est qu'il y a une énergie, en fait, sur ces questions-là. Qui n'est pas forcément une énergie négative. C'est juste que là, le seul débouché qu'il a dans son job, c'est d'aller insulter des gens sur LinkedIn. Bon, bah peut-être que cette énergie-là, on peut la prendre et la diriger de façon intelligente pour que ça aille au service du collectif. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on balaye. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. On va pas à chaque fois expliquer comment faire, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses, et puis ça dépend beaucoup de la culture de l'organisation, ses objectifs, ses priorités, sa taille aussi. Mais par contre, on dessine un certain nombre de pistes et puis ça donne des idées au RH pour passer à l'action ensuite. alors moi j'ai une question très concrète, hein, très, Oui. très concrète. C'est qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui les entreprises, elles sont face à un paradoxe. D'une part, elles veulent bien sûr intégrer l'innovation, utiliser l'IA, aller vers des solutions de ChatGPT en circuit fermé. Et en même temps, elles veulent répondre aux contraintes environnementales et avoir des bons KPI dans une logique ESG. Comment on fait pour mener ces deux objectifs antagonistes? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un des plus gros pollueurs, c'est quand même le numérique, même si on ne le mentionne pas dans la fresque du climat, ce qui est quand même un bug. Quelque part, c'est quand même aujourd'hui, il y a un paradoxe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment on répond à ça? Bon, alors déjà le numérique c'est pas si gros, hein. C'est quelques pourcents aujourd'hui dans les émissions carbone. C'est simplement que dans les entreprises, notamment les entreprises de services, ça prend une grande part. Typiquement, vous prenez AXA, si on considère donc, vous savez, quand on regarde l'empreinte carbone d'une entreprise, on regarde ce qu'on appelle scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire le périmètre dans lequel on compte l'empreinte carbone. Le 1 et le 2, c'est ce qu'on va dire ce qui est fait directement par l'entreprise, l'énergie consommée, etc. Bon, bref, sans en faire des caisses, globalement, quand on regarde juste ces deux périmètres-là, le numérique a une grosse part dans les entreprises de services parce que bah, c'est surtout ça qu'on fait. Il y a ça et le transport et la nourriture, quoi, globalement. Donc effectivement, ça reste quelque chose qui nous paraît avoir une grosse empreinte. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est important à traiter, mais à l'échelle globale, ça reste, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1, 1% des émissions, et ça va devenir 4. Voilà, quelque chose comme ça, en trajectoire, parce que c'est quelque chose qui évolue très vite. Avec comme vous le disiez, bah, vous mentionnez des modèles de machine learning, etc., qui effectivement ont une assez grosse consommation d'énergie, et donc mécaniquement une assez grosse empreinte carbone, et puis aussi il y a d'autres empreintes, hein, notamment du point de vue de l'eau. Bref. Donc le numérique est un sujet important. Eh oui, Comment est-ce qu'on concilie à la fois l'envie d'aller oui, chercher des nouveaux outils et l'empreinte énergétique? Déjà, je dirais que c'est pas parce que c'est nouveau que ça consomme plus.
Au contraire, justement, tout l'intérêt d'un certain nombre d'innovations aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui sont plus efficients, donc qui consomment moins à l'usage. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que parce que ça se consomme moins, on a tendance à plus l'utiliser. C'est le fameux truc des ampoules LED qui consomment moins, du coup on en a mis plus parce que ça coûtait moins cher. On a mis plus partout. Donc, pour répondre à cette question qui n'est pas facile, je dirais qu'en fait, il faut examiner au cas par cas le pourquoi on fait les activités. Ouais. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des activités qui sont extrêmement utiles et où le gain marginal qu'on fait dans une activité utile en utilisant des nouveaux outils et qui consomment beaucoup, il est précieux et donc il faut le faire. Et après, il y a des moments où il va falloir éteindre certaines activités, oui. Moi, en tout cas, un moment, je veux dire, si on regarde vraiment les courbes scientifiques et les trucs comme ça, il est indiscutable qu'il y a un certain nombre d'activités qui doivent s'arrêter, voire qui doivent arrêter, ou qui doivent déjà arrêter de grossir, voire même qui doivent diminuer. Donc, moi, je dirais que la question, elle est assez facile à répondre d'un point de vue très froid et scientifique, en tout cas, si on veut tenir les trajectoires qu'on s'est fixées, notamment dans le cadre des accords de Paris. Alors, dernière question, Antoine. Si quelqu'un, de façon individuelle, veut se former à un petit peu toutes ces connaissances sur la transition donc écologique, hein, puisque, ou comment vous l'appelez, oui, la transition écologique, c'est bien ça le terme. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Parce qu'il y a tellement de choses contradictoires que parfois les collaborateurs se sentent peut-être un peu perdus. Est-ce qu'on peut faire AXA Climate d'un point de vue individuel? Est-ce qu'il y a des Ouais. sites? Est-ce qu'il y a... Alors, déjà, effectivement, la Climate School est disponible pour tous les individus. Donc, si vous voulez avoir accès via notre site, Climate School, c'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est une première brique. Les sources sont pas si complémentaires. Globalement, il y a un consensus scientifique sur ce qu'on raconte. Il y a des dissensus sur l'ordre des priorités, sur quels sont les choix de société qui vont avec, parce que là, il y a des questions. Donc là, c'est pas du dissensus scientifique, c'est vraiment juste à un moment ou à un autre, il faut décider si on souhaite toujours continuer à avoir plus de gens qui prennent l'avion ou s'il faut réserver l'avion à certaines activités. Et ça, c'est un choix politique, parce que si vous faites le choix de continuer à avoir tout le monde qui prend l'avion, bah, vous allez devoir arrêter autre chose. Ou alors vous décidez que vous êtes OK avec un monde à 4 degrés. Ça pose d'autres problèmes, mais en gros, donc c'est pas tellement. Après, il y a un consensus scientifique quand même global, très clair sur beaucoup de sujets. Donc, faut pas non plus. Il y a des sources qui sont très accessibles et très claires, et d'autres qui sont moins accessibles, moins claires. La Climate School, c'est effectivement une très bonne brique. Elle est disponible pour tous les individus qui le souhaitent. Si vous voulez que votre boîte le déploie à l'échelle de toute la boîte aussi, vous nous écrivez. C'est assez facile. C'est très facile à faire. Et ensuite, je vous recommande un certain nombre de ressources. Il y a une newsletter que j'aime beaucoup qui s'appelle Nourriture terrestre. Vous pouvez vous abonner. C'est un ou deux par mois. Mais vous avez accès en ligne à la totalité de l'historique. Et donc, je peux que vous recommander de lire cet historique-là parce que vraiment, c'est un travail de très grande qualité. Si vous êtes plutôt vidéo, vous avez les vidéos du Réveilleur, ça s'appelle, qui sont aussi excellentes. Voilà, donc là, ça c'est plutôt pour vous former et comprendre quoi faire. Et ensuite, sur le passage à l'action, effectivement, Climate School, il y a des choses. Et après, le mieux, c'est de travailler avec vos collègues. Donc, appuyez-vous sur vos collègues les plus dynamiques. Essayez de monter un certain nombre d'initiatives. Et le plus important, je dirais, et pourquoi est-ce qu'il faut se former avant? C'est parce que sinon, vous allez perdre du temps à faire des trucs qui servent à rien. C'est-à-dire que globalement, parfois, il est à peu près aussi coûteux d'un point de vue opération de remplacer les touillettes en plastique à la cantine que je sais pas moi, de faire changer de fournisseur d'électricité. Ou en gros, ça va vous coûter à peu près autant de temps, d'énergie, de diplomatie interne, de trucs comme ça, sauf qu'en fait, derrière, l'effet, il n'a rien à voir. Donc, ce qui est très important, c'est pour ça, c'est les ordres de grandeur. On parlait tout à l'heure de l'empreinte du numérique. Par exemple, si vous déployez une énergie de fou à faire en sorte que les gens ils envoient moins de mails et ils mettent moins de pièces jointes, c'est très bien, hein, mais c'est une empreinte ridicule. Si vous employez une énergie de fou à vous assurer que le matériel informatique il n'est pas changé tous les 6 mois, qu'on préserve la durée de vie, qu'on répare, voire qu'on utilise du seconde main pour des ordinateurs, par exemple, qui font que de la bureautique et on n'a pas besoin de grosses performances, en fait, votre impact, il est démultiplié. Donc, je dirais, informez-vous pour bien comprendre les ordres de grandeur. 2, trouvez vos alliés en interne. Et 3, passez à l'action sur des éléments ciblés, quoi. Merci beaucoup, Antoine. Magnifique interview. Merci, On Cécile. retiendra au moins 3 idées.
La première idée, c'est que avant de commencer à avoir une décision, c'est toujours important d'avoir tous les éléments de la big picture et donc d'être informé. Pour ça, Antoine nous dit que si on est au niveau individuel, la Climate Scout, c'est une première brique, mais qu'il y a aussi des vidéos avec le réveilleur ou avec une newsletter. C'est empreinte terrestre, c'est bien ça? Nourriture terrestre. Nourriture terrestre. Donc, je m'informe. 2, dans l'entreprise, c'est important, bien sûr, d'acculturer les collaborateurs et de se poser 3 questions. La première question, c'est concrètement comment, en fait, le Planet Care peut être un projet global qui va plus loin que la mission de l'entreprise et qui permet de former les personnes à de nouveaux outils et de leur donner du sens au travail. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles vont vous poser des questions précises et elles attendent des réponses rapides. La deuxième question de fond, c'est justement se poser la question de l'impact. En termes de temps, Antoine nous explique que pour le même temps, il y a des choses qui ont plus d'impact que d'autres, dont il va falloir bien savoir cerner le temps et les projets sur lesquels on veut vraiment s'investir, parce que c'est très important d'aller sur des projets qui vont nous permettre vraiment d'avoir une empreinte carbone intéressante plutôt que sur des projets qui ont peu d'impact. Donc ça, faut le réfléchir avant, il ne faut pas foncer tête baissée dans un projet, d'où l'importance de la formation et de la connaissance en amont. Et troisième question essentielle, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important, c'est peut-être les KPI, quels sont en fait les indicateurs dans l'entreprise qui permettent d'évaluer l'empreinte de chacun, l'empreinte des équipes et l'empreinte de l'entreprise. Ensuite, on retiendra, et ça c'est très important, que le numérique a bien entendu un impact sur l'écologie, et ça dépend bien sûr de votre secteur d'activité, et puis ça dépend aussi de votre niveau d'innovation. Si vous utilisez ChatGPT n'importe quand, tout le monde, pour n'importe quoi, comme le dit Luc Julia dans son dernier ouvrage, si on utilise autant de ChatGPT qu'on utilise Google, on va droit dans le mur parce qu'en fait, ça consomme et à la fois dans l'éducation des modèles et dans l'inférence quand on pose des questions. Donc, l'important, c'est quand même d'avoir peut-être un équilibre et de se poser la question, comment j'arrive à avoir un équilibre entre ces deux objectifs paradoxaux, le numérique et l'écologie, et de les rejoindre pour pouvoir faire en sorte que peut-être l'IA permette d'avoir des économies en énergie. Pourquoi pas? Par exemple, on met des capteurs dans des bureaux et ça permet d'éteindre toutes les pièces en sortant, pourquoi pas? Et puis essayer de voir comment, en fait, l'IA peut être aussi une solution pour pouvoir nous poser les bonnes questions. Voilà, donc Et vraiment… juste sur l'IA, quand même, puisqu'on parlait des ordres de grandeur, entre le volume aujourd'hui d'énergie qui est cramé pour utiliser ChatGPT et le kérosène qui est cramé pour des voyages d'affaires qui servent à rien, le ratio, il est très, très, très clair, quoi. Donc, je pense qu'avant de se soucier de ça, soucions-nous plutôt de tous ces rendez-vous qui servent à rien à faire en physique, où les gens prennent l'avion à la journée, à la demi-journée. Ou où ils prennent la bagnole à la journée, à la demi-journée. Pareil pour des rendez-vous qui pourraient être faits à distance ou ne pas être faits. En termes d'ordre de grandeur, là encore, il n'y a pas trop de doute aujourd'hui en tout cas. On reverra dans 5 ans quels sont les chiffres d'utilisation de ChatGPT, mais je n'ai pas trop de doute là-dessus. C'est super important, hein. Je crois que c'est la phrase finale. Peut-être que c'est les transports, number one, qu'il faut examiner. Et qu'en fait, ce qu'on vient de faire là avec Antoine, alors qu'on aurait pu se voir, en fait, c'est essayer peut-être de faire en sorte que la distance puisse être aussi une des façons de diminuer son empreinte carbone. Donc, tout ça est super intéressant. En tout cas, grâce à Climate School, c'est ça, AXA Climate School, on va pouvoir aller plus loin. Merci Antoine, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée à tous.